Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. L'avenir de la puissance technologique de l'Europe est un tournant et les décisions qui sont prises en ce moment même en matière de politique publique doivent prendre en compte la géopolitique, la nouvelle géopolitique. C'est ce que nous expliquera mon premier invité. Il s'appelle Mathieu Duchâtel, il est directeur du programme Asie à l'Institut Montaigne. L'autre sujet à la une de Smartech aujourd'hui nous permettra de rentrer davantage dans le détail justement d'une de ces politiques publiques. On parlera de la 5G et de ses usages industriels qui tardent à émerger en France. On en parlera avec 3 experts du sujet. Et puis on retrouvera notre rendez-vous avec elle, des portraits d'entrepreneuses, j'ai envie de dire, d'entrepreneuses dans la tech évidemment. Aujourd'hui ce sera le portrait de Solène Beauquillon qui est à la fois business angel et entrepreneur dans la tech avec son application Soft Kids. Mais tout de suite, c'est le moment de l'interview. Donc on parle de géopolitique, l'importance de prendre en compte cette donnée dans nos choix technologiques. Géopolitique et technologie, le tournant de la stratégie européenne. Le directeur du programme Asie de l'Institut Montaigne, Mathieu Duchâtel, mon premier invité, souligne l'importance de la géopolitique dans les choix de politique publique relatifs à l'avenir de la puissance technologique de l'Europe. Bonjour Mathieu Duchâtel. Bonjour. Première question, quand on parle de puissance technologique au niveau mondial, on pense spontanément aux États-Unis, également à la Chine. Entre les deux, j'allais dire, quel est le poids le plus lourd aujourd'hui selon vous ? Alors bien sûr, il y a une supériorité américaine qui aujourd'hui est contestée par la Chine. Et ça se traduit pour nous par un impact sur 2 dossiers en particulier. Le premier, c'est celui de la politique industrielle, avec la capacité des États-Unis et de la Chine de mener des politiques industrielles très puissantes. Et le deuxième aspect, c'est celui des contrôles sur les transferts de technologies, avec des restrictions américaines qui visent la Chine, donc dans une logique de compétition pour la supériorité, et qui ont un impact sur tous les acteurs en pays tiers, bien sûr y compris en Europe. Alors l'Europe qui se retrouve en fait au milieu de ces 2 ultra-puissants qui se mènent un combat assez acharné sur la technologie. Avant de rentrer sur le point européen, je voulais rester sur ces 2 puissances. Aujourd'hui, en matière de géopolitique, on aurait tendance à dire que nos alliés sont du côté outre-Atlantique. Est-ce qu'il en est de même en matière de technologie ? Est-ce que les États-Unis restent des alliés sur ce sujet ? Alors en tout cas, l'Europe travaille aujourd'hui son lien transatlantique dans une logique d'approfondissement de notre alliance sur ces sujets. Vous avez, depuis l'entrée en fonction de l'administration Biden, la création d'un conseil transatlantique pour les questions technologiques et commerciales qui fonctionne autour de 10 groupes de travail sur des sujets comme les semi-conducteurs, les contrôles des exportations, le filtrage des investissements, et dont l'objectif premier est de répondre à ce défi chinois sur les questions technologiques ensemble. Ça veut dire qu'on est embarqué en fait par les États-Unis dans cette bataille face à la Chine. Oui, on est embarqué par les États-Unis, on peut le dire comme ça. Je pense qu'il faut souligner quand même qu'on a une véritable convergence sur des questions, par exemple, comme les transferts de technologies forcés ou les transferts de technologies qu'on appelle intangibles en Europe, par exemple ceux qui passent par de la coopération en matière de recherche et d'éducation, qui aboutissent à des fuites de technologies européennes vers la Chine, parfois vers des utilisateurs finaux qui sont militaires. Et donc on a besoin, pour traiter cette question, de coopérer aussi avec d'autres qui font face aux mêmes problèmes. Ce sont les États-Unis, mais c'est aussi, par exemple, le Japon. Après, il est aussi vrai que certaines des restrictions américaines au transfert de technologie sont parfois mal vécues par des industriels en Europe qui pensent qu'il s'agit davantage de compétition de compétition commerciale que de véritable compétition stratégique sino-américaine. Donc il y a toujours cette hésitation sur certains domaines particuliers de la coopération transatlantique vis-à-vis de la Chine. Mais aujourd'hui, quand on parle de la souveraineté européenne, on regarde des 2 côtés, je dirais. Viser l'indépendance vis-à-vis de l'Asie. Alors par exemple, on va en parler sur la partie de production semi-conducteurs. Vous avez détaillé une note à ce sujet. Mais on regarde aussi de l'autre côté avec les startups françaises qui se font racheter beaucoup par les Américains ou qui ont à leur conseil d'administration beaucoup de business angels qui viennent des États-Unis. On voit aussi des savoir-faire dans le domaine de la R&D.
les universités, les grands centres de recherche français qui collaborent de plus en plus avec des centres R&D installés sur le sol européen. Est-ce que vous voyez là un danger potentiel aussi de perte de savoir-faire pour l'Europe, de trop collaborer avec les États-Unis, ou ça vous semble au contraire aller dans la suite logique de cette géopolitique qui en fait nos alliés ? Alors, je pense qu'il y a des questions très difficiles pour les décideurs en matière de politique publique. Je pense en particulier, pour ajouter à votre liste déjà quasiment exhaustive, la question du recrutement en télétravail d'ingénieurs qui peuvent rester, par exemple, quand il s'agit de l'industrie des semi-conducteurs, à Grenoble et travailler pour la Californie sans changer de mode de vie du tout. C'est très difficile d'agir sur cette question. Ça, on n'en voit pas encore tout à fait les conséquences. C'est vraiment naissant comme fait. C'est vraiment lié au Covid, c'est vraiment lié à la généralisation du télétravail. Et c'est un véritable problème pour lequel on n'a pas encore de solution, pour être tout à fait honnête. Mais effectivement, la question de la souveraineté européenne, ou la construction de la souveraineté technologique européenne, c'est d'abord pour moi une question très très pratique de comment on fait pour s'assurer les approvisionnements de nos chaînes d'accès à ces technologies qui peuvent être produites en Asie, qui peuvent être produites aux États-Unis. Et on a là un problème tout à fait concret qui est pour moi la véritable priorité. C'est une priorité de politique publique, mais c'est aussi une priorité pour les entreprises. Vous voyez dans le domaine de la tech des entreprises qui connaissent leurs fournisseurs de niveau A, mais qui ne connaissent pas leurs fournisseurs de niveau B. Et donc, pour aller dans ce niveau de détail et pour anticiper de futures crises, on a besoin d'informations. Cette information nécessite aussi de la coopération internationale. Donc, je pense que la réponse, disons, assez générale à votre question, c'est qu'il y a un volet politique industrielle, mais il y a aussi un volet protection de nos technologies et qu'on doit les faire converger. Et puis il y a un volet données. Alors si on reste déjà sur la politique industrielle, donc le plan semi-conducteur décidé par l'Union européenne, c'est un plan à 45 milliards, je crois, d'investissement. Alors on peut voir les choses comme ça. Après, dans le détail, il y a de vraies questions sur les financements réels, et puis il y a des financements qui sont des financements européens. Et les États membres aussi ont l'autorisation de financer ce secteur à hauteur de 30 milliards. Alors, effectivement, c'est la grande nouveauté de ce plan. En réalité, c'est la création d'un système d'exemption du droit de la concurrence européen pour le secteur des semi-conducteurs, pour de grands projets industriels qui sont véritablement innovants, c'est-à-dire pour des capacités qui ne sont pas présentes aujourd'hui sur le sol européen. Mais alors, je voulais vous faire réagir, parce que hier, en plateau, je recevais Intel qui nous parlait justement de sa Gigafactory qu'il va installer en Allemagne, de son centre de R&D qui sera en France, notamment, je ne vais pas tout citer, mais que pensez-vous de ce choix qui a été fait, justement, de trouver comme partenaire le géant américain des semi-conducteurs ? Alors, je pense que c'est aussi le géant américain des semi-conducteurs qui a trouvé l'Europe comme partenaire. Il présente un projet d'investissement qui est un projet d'investissement avant tout dans un État membre, l'Allemagne, mais avec aussi des contreparties pour la France, pour l'Italie, pour la Pologne, avec des projets d'investissement secondaires, effectivement. On a besoin à terme en Europe d'avoir une capacité de production de semi-conducteurs qui franchit le seuil des 7 nanomètres. Ce sont les besoins futurs de l'industrie automobile, ce sont les besoins futurs pour l'innovation en Europe, pour la conception de circuits intégrés. Et on a aujourd'hui 3 options seulement dans le monde. Avant tout TSMC et Samsung qui les produisent déjà, et Intel qui a une capacité, disons, pilote, mais qui n'est jamais entrer dans la production en volume de semi-conducteurs en deçà de 7 nanomètres. Donc là, ça vous semble être le meilleur allié possible pour l'Europe ? Ça me semble le seul pari réaliste aujourd'hui, quand on comprend que ni TSMC ni Samsung ne sont aujourd'hui intéressés par des investissements pour ces technologies-là sur le sol européen. Alors, si on prend maintenant le volet data, le volet données, aujourd'hui, on est un peu orphelin d'un cadre réglementaire pour sécuriser le transfert des données des Européens vers les serveurs aux États-Unis. On a eu une annonce de la Commission européenne, la présidente de la Commission européenne avec le président des États-Unis qui nous ont dit on a trouvé un moyen d'avoir un accord ensemble pour sécuriser ce volet de transfert des datas. Est-ce que vous avez déjà des pistes sur à quoi pourrait ressembler cet accord ? Comment est-ce qu'il pourrait tenir la route face au règlement sur la protection des données qui est effectif en Europe ? Et est-ce que ça vous semble être quand même un sujet d'inquiétude encore, ça ? Oui, je pense que c'est un sujet d'inquiétude de fait pour beaucoup d'entreprises. Le Cloud Act américain est
une législation extraterritoriale qui peut permettre un accès à des données européennes. Donc on a une confrontation de systèmes. Les lois de renseignement, en fait, américaines sont plus fortes que les lois européennes aujourd'hui. Exactement. Donc il y a plusieurs problèmes dans la relation transatlantique sur les questions technologiques. C'en est un, c'est l'un des plus importants. Un accord d'adéquation avec les États-Unis est important. Il faudra des garanties pour que cet accès-là soit restreint aussi et que les entreprises européennes n'aient pas à faire face à des pillages de données. Et vous pensez que c'est possible ou qu'il va falloir finalement accepter un état de fait ? Je pense que l'environnement géopolitique et la compétition sino-américaine comme étant la priorité des États-Unis en matière de politique étrangère crée quand même un terreau plutôt fertile à avancer sur des dossiers. C'est-à-dire que les Américains peuvent accepter certaines concessions. Alors, on l'a vu sur les dossiers commerciaux. C'est peut-être en train de se produire sur cette question difficile des données, afin de consolider, je dirais, un camp qui n'est pas seulement un camp transatlantique, qui est un véritable camp G7. Je pense qu'il faut le voir comme ça. Les sanctions contre la Russie le démontrent aussi. On a un bloc. La crise, la guerre en Ukraine, pour dire les choses tout à fait clairement, a aussi remodelé ce paysage géopolitique autour des technologies ? Oui, énormément, parce que le régime de contrôle sur les transferts de technologies vis-à-vis de la Russie est le plus ambitieux qui a jamais été adopté, et il a été adopté en format G7. Et il pose une véritable question pour l'avenir. On voit aujourd'hui déjà le Japon et les États-Unis qui commencent à dire ce régime de sanctions à l'égard de la Russie, c'est peut-être le régime qui pourrait nous inspirer à l'avenir pour notre compétition technologique contre la Chine. Les Européens sont moins enthousiastes, mais on voit qu'aujourd'hui, le résultat de cette invasion de l'Ukraine pour les questions de géopolitique de la technologie, c'est de mettre ce sujet sur la table. Eh bien, c'est ce que vous expliquez donc, dans votre note très complète et détaillée. Merci beaucoup, Mathieu Duchâtel. Vous êtes docteur en sciences politiques et directeur du programme Asie à l'Institut Montaigne. Donc, regardons nos politiques publiques en matière de technologie à l'aune de cette nouvelle géopolitique. Merci beaucoup. Merci. C'est l'heure de notre talk dans Smart Tech. On continue à creuser la question des stratégies et des politiques publiques. Alors, on va s'intéresser à la 5G et ses usages industriels en France. Alors, le ministère de l'économie a confié une mission à Philippe Herbert, qui n'a pas pu se rendre disponible aujourd'hui pour venir en plateau. On va quand même en parler. L'objectif est d'accélérer, d'appuyer sur le champignon, j'allais dire, sur le déploiement de cette 5G dans l'industriel. On y apprend notamment qu'il n'y aura pas de réelle maturité du marché avant 2024-2025. Et puis surtout qu'il y a moins de projets 5G industriels en France qu'ailleurs. On en parle avec trois experts. Thierry Braconnier, président-directeur général d'Alice. Alice est une société française qui développe une expertise souveraine donc de solutions 4G, 5G, en fait des solutions de cœur de réseau pour des opérateurs télécoms plutôt à l'étranger. Alors plutôt à l'étranger parce qu'en fait les gros opérateurs français déconsidèrent légèrement les PME. Bon, et ben voilà, ça fait une bonne introduction au sujet. À côté de vous, Jacques Moulin, qui est le directeur général de l'IDA DigiWorld, c'est un think tank européen de l'économie numérique qui a comme autre activité publication et conseil. Et nous avons avec nous en visio Stella Morabito de l'Alliance française des industries du numérique, la FNUM. Bonjour. Alors, la FNUM regroupe les fabricants français, européens, internationaux d'électronique grand public et professionnels et copilote avec la Fédération française des télécoms le groupe de travail 5G de la filière des infrastructures numériques. Bonjour Stella Morabito. Bonjour. Merci d'être avec nous, même si c'est à distance. Quand vous entendez qu'il n'y a pas de réelle maturité du marché avant 2024-2025, moins de projets aussi industriels en France que chez nos voisins, est-ce que cela pose un problème pour vous et si oui, lequel ? Écoutez, la réaction, c'est de vous dire déjà, parce qu'on en avait discuté au préalable, de dire est-ce que la France est en retard ? Non, nous ne sommes pas encore en retard en 5G industriel en tout cas. Ce qu'on peut voir, c'est que, parce que donc, vous avez parlé de la mission de Philippe Herbert, donc on est allé voir bien évidemment, y compris visiter en Allemagne notamment ce que faisaient d'autres pays dans le monde, donc à la fois les États-Unis, la Corée du Sud, le Japon, l'Allemagne notamment. Et on se rend compte d'une chose, c'est que tout le monde en est pour l'instant à une phase
expérimentale. Donc je dirais la France n'est pas différente d'autres pays en ce sens. Alors, ce qu'on a constaté effectivement, par exemple, en Allemagne, c'est qu'il y a, on est allé visiter le Fraunhofer Institute et donc le campus 5G qu'ils ont développé à Aix-la-Chapelle. Il y a une meilleure coordination, on va dire, entre le monde académique, le monde de la R&D et le monde industriel. Et peut-être une plus grande sensibilité du monde industriel aux possibles applications et usages de la 5G dans le cadre justement de l'industrie. Alors c'était très intéressant parce que ce qu'on a vu, c'est au Fraunhofer vraiment du prototypage déjà en vue de développer, après de monter en puissance et en économie d'échelle au niveau des réelles applications industrielles. Alors en ce sens, on est peut-être un peu moins mature en France et ça sera justement la suite de la mission de Philippe Herbert et ce qu'on se donne comme objectif, nous, au sein du comité stratégique de filière infrastructure numérique, que de sensibiliser, bien évidemment, à ces usages et de faire en sorte à ce que, alors Philippe Herbert identifie 3 typologies d'industriels, donc ceux qui sont déjà les activistes, il les appelle, donc extrêmement sensibles à l'utilité de la 5G dans leur process industriel. Il y a ensuite les informés, qui savent que ça existe, qui s'y intéressent, mais qui ont peut-être un peu de difficulté à concrètement mettre en œuvre encore des systèmes 5G et des réseaux 5G privés dans leurs industries. Et il y a ensuite les attentistes. Donc pour tout ce public, il est important, bien évidemment, d'arriver à sensibiliser aux usages qui sont intéressants dans le cadre industriel, sachant que c'est là Morabito, parce que ma question c'était justement, c'était celle-là. Pourquoi c'est important? Est-ce que ça pose un problème d'avoir aujourd'hui un décalage sur la maturité des usages industriels 5G? Alors je vous pose la question à vous finalement, puisque vous avez un regard international sur ces déploiements. Est-ce que c'est problématique de voir la France, alors on n'est peut-être pas encore en retard, mais prendre du retard? Oui, effectivement, c'est problématique et on le voit bien au moment où il a été question de relocaliser des activités stratégiques. La France, on le sait, a connu une désindustrialisation qui s'explique par des choix qui ont été faits aussi, beaucoup vers le service. On n'a plus la présence d'un système productif industriel aussi moderne que celui qui peut exister, par exemple, en Allemagne, pour des raisons qui sont à la fois historiques, qui relèvent peut-être de l'après-guerre aussi, de choix ensuite politiques qui ont pu être faits. Oui, c'est inquiétant. Moi, je pense on pense au sein de l'IDAT que c'est inquiétant de prendre du retard parce que l'on sait que la compétition internationale est aussi une question de rapidité. Et on le sait que dans le monde du numérique, dans le monde du digital, la rapidité est un avantage qui, d'une certaine façon, se rattrape difficilement. Et qu'en l'occurrence, on peut constater qu'il y a, si l'on veut être dans l'échiquier mondial et dans la compétition internationale, on a une nécessité de passer à l'industrie 4.0. Et que dès lors, un des vecteurs, alors je ne sais pas si c'est le pivot principal, mais c'est en tout cas un des pivots principaux, bien évidemment avec la fibre, un des vecteurs est la 5G et la capacité que nous avons à passer rapidement à l'échelle. Parce que c'est aussi un des sujets culturels en France qui est peut-être un petit peu préjudiciable pour justement notre avancée dans la compétition internationale, c'est le fait de raisonner beaucoup avec des tests. Nous ne sommes pas en retard, en effet, sur les expérimentations, sur les tests, mais nous sommes en retard lorsqu'il s'agit de passer à l'échelle. Nous sommes en retard lorsqu'il s'agit de prendre des risques. Et nous sommes en retard lorsqu'il s'agit, en effet, d'être sur une logique d'ampleur et non pas uniquement de ce qu'on appelle dans notre jargon les proof of concept, les fameux POC, où l'on regarde, on fait un bilan. C'est un petit peu français ce point-là et on a, je crois, beaucoup à apprendre de la Chine et beaucoup à apprendre aussi des États-Unis. On y va prudemment et sans doute trop prudemment. On pourrait aussi poser la question de tout ce qui est le capital risque, la façon dont on fonctionne aussi par rapport aux investissements. On pourrait poser aussi la question sur la façon, et ça a été évoqué très rapidement tout à l'heure, sur justement notre tissu économique qui est aussi porté par les PME, les TPE, et qui ne sont pas forcément embarqués comme elles le devraient. On le voit, moi je crois que réellement, il y a un aspect culture du risque, il y a un aspect aussi sensibilisation aux atouts de la 5G, et sans doute le débat citoyen qui a beaucoup porté sur l'usage pour le consommateur, pour le grand public, a un petit peu, là aussi, fait riper
le côté central et essentiel de la 5G dans la réindustrialisation française et donc dans la place de la France en Europe et la place de l'Europe dans le monde. Alors, je vous passe la parole, Thierry Braconnier, puisque vous avez évoqué les compétences que vous avez, qui ne sont pas utilisées finalement par les acteurs français de la 5G. Quelle expertise a-t-on aujourd'hui, au-delà de votre propre entreprise, bien sûr, quelle expertise a-t-on aujourd'hui en France pour travailler sur le développement de nouveaux usages, de nouvelles technos autour de la 5G? Alors, je crois qu'il y a, en fait, un premier niveau, c'est de dire aujourd'hui, avec le Covid, le conflit en Ukraine, il y a une prise de conscience de toute façon d'avoir une nécessité d'une indépendance technologique et les efforts sur la souveraineté des technologies. Ça, on a le discours. L'État l'a pris en compte. Oui. Il y a, dans le cadre du plan de relance, le travail que fait Stella Morabito, le travail que font aussi les structures comme l'IDAT aujourd'hui, font qu'il y a aujourd'hui une structure étatique qui s'est mise en œuvre pour pouvoir justement faire émerger les technologies et la 5G et pousser. Moi, aujourd'hui, je suis sur deux appels à projets qui sont l'un qui porte sur le CHU de Toulouse, la mise en place derrière Alsatis, et l'autre projet est un projet qui concerne l'industrie, puisque c'est un projet CPI 5G qui concerne en fait la mise en place de la 5G autour de la robotique et de la réalité virtuelle dans l'entreprise. Ce sont des projets qui sont poussés par l'État, qui sont suivis. À travers le plan France Relance. À travers le plan France Relance. La DGE, la Direction Générale des Entreprises, est très présente au niveau des PME que nous sommes. Et il y a donc ce vrai travail. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est effectivement, comme je le disais, les PME ont une difficulté en France, c'est qu'elles se battent contre de très grosses structures. Il y a un vrai savoir-faire. Nous, on ne manque pas de matières premières parce que la matière première chez nous, ce sont la matière grise. Donc on l'a encore. On n'a pas besoin d'aller très loin. On a besoin d'être protégé. Mais aujourd'hui, pour répondre en fait à la question, on n'est pas en avance, c'est vrai, mais nous ne sommes pas en retard parce que, comme ce qui a été dit, aujourd'hui, l'industrie qui n'est pas en fait sur la 5G grand public, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur un besoin de savoir si on va voir Netflix en 4K ou pas. Ce n'est pas le sujet. L'industrie aujourd'hui, elle est sur des enjeux de sécurité, d'autonomie. Et aujourd'hui, les projets se mettent en place. Voilà, c'est plutôt. Mais alors, quand vous dites on se bat contre des grosses structures, oui. C'est qui ces grosses structures qui fait que les PME françaises aujourd'hui ne peuvent pas avancer sur ce sujet de la 5G? Alors, très clairement, la PME que nous sommes, qui développe un cœur de réseau 4G et qui a développé un cœur de réseau 4G qui est déjà mis en place chez un certain nombre de clients. On est en train sur la phase finale de notre développement du cœur 5G. En face de moi, les acteurs, ce sont des petits acteurs. Ils s'appellent Huawei, Ericsson, Nokia, Cisco. Donc vous comprenez bien qu'effectivement, la PME de moins de 20 personnes que nous sommes, face à des entreprises comme ça, quand on est un peu protégé en France. On est un peu protégé en France parce que c'est vrai que des sociétés comme Huawei, aujourd'hui, n'ont pas le droit de vendre du cœur de réseau. C'est un peu grâce aux États-Unis. C'est un peu grâce aux États-Unis, voilà. Mais sur d'autres sphères et d'autres parties du monde, bien entendu, nous sommes en concurrence, si on peut dire. Et ce qui fait en fait notre dextérité à pouvoir quand même avoir des marchés, c'est que premièrement, être franco-français n'est pas forcément mal vu à l'étranger. Oui. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on a une agressivité commerciale que les grosses structures ne sont pas forcément capables d'avoir. Moi, je n'ai pas 50 avant-vente à payer pour prendre un marché. Je voulais aussi, parce que le temps passe tellement vite avec vous trois, je voulais aussi qu'on revienne sur, un peu plus précisément sur les freins aujourd'hui, quant aux expérimentations et puis surtout à aboutir à des vrais nouveaux usages autour de la 5G dans l'industrie. On a un problème d'accès aux fréquences disponibles aujourd'hui, Stella Morabito ? Aujourd'hui, on a, on va dire, j'entends un écho, je ne sais pas si c'est normal, c'est bon ? Tout va bien. On a deux typologies de fréquences, ce qu'on appelle les réseaux publics. Donc, c'est typiquement la bande des 3,5 GHz, donc qui est développée aussi pour des usages éventuellement industriels. Donc, grâce à cette technologie propre à la 5G qu'on appelle le slicing, donc la possibilité en fait de mettre des tranches différentes, d'utiliser des tranches différentes du réseau pour différentes applications.
Donc ça, c'est une possibilité. Il y a la bande des 2,6 GHz qui est, elle, dédiée vraiment aux usages, par exemple, de réseaux privés pour l'industrie. Et la mission Herbert a mis en évidence aussi l'intérêt d'utiliser, à titre expérimental pour l'instant, mais une troisième bande qui est celle des 3,8 GHz, qui pourrait être aussi destinée, bien évidemment, aux usages industriels et à la constitution de réseaux privés ou hybrides. Donc, les bandes de fréquences existent. Pourquoi à titre expérimental uniquement ? Parce que il faut savoir que la gestion des fréquences est une gestion qui est faite au niveau mondial. Donc les fréquences sont allouées, donc il y a tous les 4 ans une conférence mondiale des radiocommunications qui décide des allocations des différentes fréquences aux différents utilisateurs allocataires de ces bandes de fréquences. Donc aujourd'hui, la bande des 3.8, par exemple, n'est pas allouée aux usages dont on parle ici, et allouée à d'autres utilisateurs qu'il faut continuer de protéger, bien évidemment. Il n'est pas question que l'utilisation pour la 5G aille interférer avec les usages qu'ils en font aujourd'hui. Donc c'est complexe l'attribution de ces bandes, donc il est nécessaire bien évidemment de le faire en phase expérimentale avant qu'éventuellement il y ait une décision de réallocation le moment venu à d'autres usages, ce qui n'est pas le cas pour cette bande pour l'instant. Donc c'est déjà bien parce que c'est une bande qui est utilisée dans d'autres zones du monde, et donc l'intérêt d'avoir des bandes qui soient le plus possible utilisées à différents endroits du globe vient des produits, des terminaux et bien sûr aussi de la partie logicielle, puisque plus les bandes sont largement utilisées et plus vous allez trouver des équipements qui vont vous permettre de mettre en place les solutions de 5G industrielles que vous souhaitez mettre en place. Alors donc, je voulais quand même qu'on revienne sur cette histoire d'accès aux fréquences, parce qu'en fait, pour qu'on comprenne bien, il y a les réseaux 5G qui sont utilisés par les grands opérateurs, les 4 opérateurs nationaux que tout le monde connaît, mais il y a aussi avec la 5G la possibilité d'avoir des réseaux privés. Là-dessus, quelle est la politique de la France au regard de ce qui se fait chez les voisins européens, Jacques Moulin? Est-ce qu'on est un peu plus frileux aussi sur cette question? Alors, si on prend notamment la comparaison avec l'Allemagne, l'Allemagne avait d'ores et déjà décidé, bon, il y avait des recours, mais avait d'ores et déjà décidé de permettre aux industriels de se doter d'une bande de fréquences pour justement aller dans des expérimentations industrielles. Donc c'est un point important pour avancer. C'est un point important qui est aussi un point culturel important. C'est qu'on voit bien que cette logique d'industrialisation, elle est beaucoup plus portée dans la culture allemande qu'elle ne l'est dans la culture française, en tout cas actuellement. Il y a aussi un autre aspect qu'il ne faut pas nier, c'est qu'il y a sans doute une nécessité d'évangélisation sur ce que représente véritablement la 5G, tant auprès du grand public, qui est aussi un public potentiel de travailleurs qui vont évidemment être sur des chaînes de production qui devraient utiliser la 5G, mais aussi les élus locaux. On a énormément vis-à-vis des députés, vis-à-vis des parlementaires, un travail à faire pour bien expliciter que l'attractivité aussi des territoires et la capacité justement à ce que la France ait, on parlait de souveraineté tout à l'heure, et on le voit bien dans le cadre de la guerre ukrainienne et puis des risques que nous connaissons, il y a donc une nécessité véritablement de penser des projets industriels locaux et des projets de réindustrialisation qui ne doivent pas être pensés comme on les imaginait dans les années 2000 et encore moins dans les années 80, mais bien justement sur une industrie 4.0, ce qui suppose aussi, et je reprends ce qui a été dit tout à l'heure sur le partenariat avec le monde de la recherche et des universités, oui. Sans aucun doute un travail, et le débat est posé actuellement dans le cadre politique, même si on peut regretter que les programmes des différents interlocuteurs ne prennent peut-être pas suffisamment le digital en compte. Quand on fait l'analyse, on se rend compte que c'est une partie qui est bien souvent un peu cosmétique, hélas. Très peu de candidats l'ont mis dans leur programme. Absolument. Et c'est un sujet, là aussi. C'est un sujet qui montre bien que, alors même que nous sommes dans un contexte où on parle d'Europe, Europe souveraine, alors même que nous sommes dans un contexte où on parle d'emploi, de réindustrialisation, eh bien, le digital et ces technologies qui sont des piliers de la réindustrialisation ne sont pas suffisamment abordés. Donc, en l'occurrence, il y a sans aucun doute de l'évangélisation à faire à la fois du côté des parlementaires,
à la fois aussi des différentes filières et des filières industrielles. Lorsque l'on dit, et c'est un des membres de l'IDAT, PwC, je vais les citer, que le système productif français est 2 fois plus âgé que ne l'est le système productif allemand, on imagine bien ce que ça veut dire en capacité d'adoption des nouvelles technologies. Dernier point, si vous me le permettez. Alors, le dernier. Je pense qu'il faut aussi penser formation. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a sans doute aussi en Allemagne, alors je cite l'Allemagne, on pourra en citer d'autres, mais il y a en Allemagne une culture de l'industrie qui commence dès l'école. Et je crois, hélas, qu'il y a eu une désaffection de la part d'un certain nombre de nos étudiants pour aller vers le monde de l'industrie. C'est-à-dire que l'usine n'a pas bonne presse, alors même que l'usine, la 4.0, n'a strictement rien à voir avec l'usine en train du de 19e. changer quand même. Absolument. Alors, Thierry Braconnier, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Thierry Braconnier, je voulais savoir, ces histoires d'expérimentation là qu'on mène, alors on va dire c'est plutôt positif puisque ça permet de tester de nouvelles choses, de voir quels seront les vrais usages, d'employer des technologies françaises à l'occasion. Pour autant, c'est un coût important. Est-ce qu'aujourd'hui, les PME françaises ont les moyens de toutes ces expérimentations ? Alors, elles ont les moyens pour l'instant dans la mesure où l'État est aidant, très aidant. Moi, aujourd'hui... Parce que si derrière, ça n'aboutit à rien... Alors, ces appels à projets, pour moi, me font gagner 12 à 18 mois de développement sur le cœur 5G. C'est ce qui me rend compétitif. Donc, il faut aujourd'hui dire les choses clairement. L'État est aidant et aidant. Aujourd'hui, ce qui est moins aidant, est-ce que relève Stella, est-ce que relève aussi Monsieur Moulin, c'est que les expérimentations sur les fréquences, le fait qu'elles ne soient qu'expérimentales, ne permettent pas de créer aujourd'hui un écosystème sur la partie radio, parce qu'aujourd'hui, ceux qui fabriquent des radios ne savent pas sur quelle fréquence ils vont pouvoir. Et donc, cet écosystème-là, il va falloir le créer. Et pour le créer, il va falloir passer du stade expérimental... Parce qu'on ne peut pas créer des équipements sans savoir si on va pouvoir les utiliser, ces fréquences. Et donc, il va falloir passer du stade expérimental au stade industriel et au stade, j'allais dire, économique, avec une vraie économie. Et la vraie économie aujourd'hui, c'est de dire, il y a la 5G publique qui est celle qui est gérée par les opérateurs. Et il va y avoir une 5G industrielle ou une 5G réseau privé qui va concerner l'industrie, qui va concerner les territoires, les collectivités locales, peut-être même aussi certains services régaliens. Et c'est ça qui va créer cette économie. Et si on n'a pas cette économie en France, ce sera beaucoup plus compliqué. Moi, mes premiers clients aujourd'hui de cœur 5G, qui ont déjà signé les bons de commande, j'en ai un à l'étranger, j'en ai 2 à l'étranger, j'en ai un en France. Et sur la partie radio, quand ils me demandent quelle est la radio, aujourd'hui, j'ai un partenaire en radio, mais qui attend de savoir aujourd'hui quelles seront les vraies fréquences qui vont être débloquées. Comment est-ce qu'on peut avancer sur ce sujet, Stella Morabito ? Eh bien, on a identifié, nous, au sein de la filière infrastructure numérique, au moins 3 moyens d'avancer sur lesquels on peut aider au sein de la filière. Donc, certains ont été cités, c'est-à-dire d'abord trouver et stimuler des offres 5G industrielles clés en main, parce que lors de la mission, beaucoup de commentaires ont été faits sur le fait que même ceux qui souhaitent déployer ont encore des doutes, des perplexités. Pourquoi ? Parce que, en fait, la 5G industrielle fait converger 3 compétences. La compétence industrielle que les industriels ont sur leur propre process, mais aussi une compétence télécom qu'ils n'ont pas développée en interne, et surtout aussi une compétence informatique, parce que qui dit 5G industriel dit des usages aussi dans le cloud, de edge computing, etc., qui demandent encore d'autres compétences. J'en arrive aussi à la question soulevée sur les compétences nécessaires. Il faudra vraiment imaginer des formations, qu'elles soient initiales ou continues, qui aillent dans le sens de cette hybridation des 3 compétences télécom, industrie et informatique. Il va falloir me donner les 2 autres points très vite parce qu'on arrive à la toute fin du débat. Ça, c'était le 2e point. Donc, comment avancer sur les compétences. Et le 3e point, c'est effectivement, et ça a été dit aussi, il faut faire de la pédagogie. Et je pense que l'une des clés données par le rapport de Philippe Herbert, qui est le développement d'un campus Fab Lab, de plusieurs en réalité campus Fab Lab 5G, peut être une clé
pour effectivement parler plus, échanger plus sur les usages possibles et les cas d'usage qui sont particulièrement intéressants pour l'industrie. Pédagogie qui sera valable peut-être aussi auprès des pouvoirs publics. Merci beaucoup à tous les trois. Stella Morabito, merci d'avoir été connectée avec nous. Vous êtes la directrice générale de l'AFNUM. Thierry Braconnier, président directeur général d'Alice. Et Jacques Moulin, vous êtes le directeur général de l'IDA DigiWorld. Merci à tous les trois. On part en pause dans Smart Tech. On se retrouve pour un beau portrait. Vous regardez Smart Tech sur la chaîne Bismart, on est en direct le matin dès 11h. On entame la dernière même partie de cette émission. Le temps passe très très vite dans Smart Tech. On va parler d'une femme entrepreneur dans la tech avec Olivia Strigari, directrice de la publication et cofondatrice des Informels. Bonjour Olivia. Bonjour. Aujourd'hui, notre sujet de prédilection, ça va être de présenter Solène Beauquillon, à la fois business angel et entrepreneur dans l'EdTech avec une application pour développer les soft skills chez les enfants. Alors son parcours vous a beaucoup plu, je crois. Ah oui, comme souvent, ces femmes qu'on choisit sont très atypiques dans leur parcours et dans l'arrivée, en fait, dans l'entrepreneuriat. Solène a eu une vie avant d'être entrepreneuse et business angels. Elle a passé presque 13 ans dans l'industrie pétrolière, notamment chez Shell, où elle est arrivée après des études en sciences humaines et notamment en management RH. En fait, chez Shell, elle a gravi plusieurs échelons, elle a eu plusieurs postes en management, dont le tout dernier qui était spécialisé dans le management des divisions offshoring de Shell, avec tout un tas de chantiers sur les compétences et les nouveaux métiers en fait à adresser. En fait, donc dès le début de sa carrière, elle est quand même autour des ressources humaines. Elle est totalement dans les ressources humaines puisqu'elle gravit les échelons au sein de la compagnie pétrolière. Et avec cette spécificité qu'on va voir très vite, parce que les soft skills chez Shell sont une particularité propre à cette entreprise. En fait, en 2017, donc elle est encore chez Shell, on lui demande de travailler sur l'automatisation de certaines tâches et les nouveaux métiers qui sont à venir. Donc, elle a à la fois une recherche RH, mais aussi une demande en innovation. Donc, elle va parcourir les incubateurs parisiens à la recherche de pépites qui vont nourrir les réflexions de Shell. Et là, on est en 2017. On est en 2017. Et elle se rend compte, en faisant ses recherches, que 65% des écoliers d'aujourd'hui vont faire des métiers que l'on ne connaît pas demain. Donc, c'est quand même un pourcentage très important, c'est presque deux tiers. Ouais. Et elle entame cette réflexion autour de la division de Shell, justement en RH, autour du comment est-ce qu'on va préparer ces jeunes de demain au métier qu'on ne le connaît pas encore. Qu'est-ce qu'on va leur donner comme outil pour pouvoir affronter le marché du travail demain? Et qu'est-ce que, dans le cas de Shell, quels vont être les métiers? Qu'est-ce qu'on a besoin d'avoir au sein de l'entreprise pour pouvoir faire toutes sortes de métiers, puisqu'on ne les connaît pas. Donc, par définition, il faut être ouvert un peu à tout. Et c'est là qu'on rencontre justement les soft skills, qui sont une spécificité aussi des ressources humaines chez Shell, car lorsque vous faites un entretien chez Shell, une fois validé vos diplômes, en fonction de la section où vous allez aller travailler, on vous pose 3 questions qui font appel à vos soft skills. Alors, les soft skills, c'est quoi? C'est les qualités humaines que vous avez. Et on vous pose une question. La première question qu'on lui a posée, elle, pour entrer dans le groupe, c'est quel a été le projet dont vous êtes le plus fier? La deuxième question, c'était comment est-ce que vous avez fait pour collaborer avec des gens très différents de vous? Et la troisième, on l'a mis sur un cas pratique qui était précis pour le groupe pétrolier, avec un cas à développer. Et en fait, qu'est-ce qu'on leur demande? De l'adaptabilité, de la réflexion, un esprit collaboratif et aussi une certaine confiance en soi, une certaine responsabilisation. Voilà. Vous allez me dire, mais alors, donc ça, c'est les soft skills. Aujourd'hui, dans le marché du travail, les soft skills, on en parle beaucoup. Oui. C'est quelque chose qui est devenu assez courant, notamment sur les métiers du digital, parce qu'on doit faire appel un peu à toutes les ressources des employés d'aujourd'hui et de demain. Mais en quoi est-ce que ça s'applique finalement aux enfants? Alors, oui, alors c'est ça. Comment naît, quelle est l'origine en fait de son projet, donc Soft Kids, qui s'intéresse aux soft skills des enfants. Exactement. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en allant parcourir les incubateurs, elle se dit, en fait,
j'ai peut-être envie de changer de parcours. Au même moment, elle est en crèche parentale associative et elle a une réflexion avec la pédopsie de la crèche sur le programme et la pédagogie de la crèche. Et par ailleurs, on vient de diagnostiquer son fils, HPI, donc haut potentiel intellectuel. Donc elle se documente beaucoup sur la question et comment le préparer en fait à affronter cette spécificité. Et c'est là qu'entre en compte les soft skills appliqués aux enfants. Et elle se dit, finalement, on ne développe pas assez les soft skills pour les enfants. Il n'y a pas vraiment de produit qui est adapté. Donc elle décide de quitter Shell. Elle quitte Shell avec un gros chèque de sortie, ce qui lui permet en fait d'investir un tiers dans son entreprise, un tiers qu'elle va allouer à d'autres projets d'entreprise qu'elle va soutenir comme Business Angels, et un tiers pour maintenir son train de vie, pour vivre en fait pendant qu'elle monte sa boîte. Et ça se traduit donc dans Soft Skills. Soft Skills, c'est quoi? C'est donc une appli qui est au cœur de son projet de start-up qui est dans l'EdTech, donc toute la tech qui est appliquée à l'éducation d'aujourd'hui et de demain. Donc c'est un segment en énorme croissance. Il y a d'ailleurs un fonds qui vient d'être doté puissamment en France sur ce sujet-là. Elle développe cette appli en français et en anglais pour pouvoir couvrir un large spectre parental. Et par ailleurs, elle nous explique que les soft skills, surtout après la pandémie et en période de pandémie, les soft skills sont importantes auprès des enfants, notamment en âge de primaire et du collège, parce qu'ils leur permettent en fait de pouvoir un peu dépasser les moments difficiles qu'on a vus pendant la pandémie. Voilà, donc Alors comment fonctionne concrètement c'est une application? Tout à fait. C'est une application que l'enfant fait seul, donc on charge sur le téléphone, que l'enfant fait seul ou avec ses parents, axée sur 5 piliers. Elle parle d'une bibliothèque en fait de soft skills. Les 5 piliers sont la persévérance, la confiance en soi, le savoir vivre ensemble et la gestion des émotions et l'esprit critique. Alors, pour la petite histoire, l'esprit critique est assez drôle parce que les enfants croient que l'esprit critique, c'est critiquer les autres. Enfin, pas du tout. Mais justement, ils apprennent grâce à cette bibliothèque et ces jeux, sous forme de jeux. Donc, c'est vraiment, moi, je l'ai téléchargé. C'est une appli très ludique pour les enfants qui commence assez tôt, parce que les enfants de 4-5 ans peuvent déjà être mis à l'épreuve de l'appli. Mais c'est bien qu'ils lisent aussi. Parce que ça leur facilite la tâche. Et en fait, ça les aide parce que les soft skills, par ailleurs, en France notamment, sont peu stimulés et peu développés à l'école, qui, comme on le sait, l'école française phagocyte un peu les enfants et limite leur potentiel de créativité et limite souvent leur confiance en soi. Donc c'est vraiment ça. Et avec à la clé, un bénéfice direct pour les parents, c'est moins de charge mentale, parce que quand on responsabilise un enfant et qu'on le met face à ses propres ressources pour aller de l'avant, et finalement, il va moins solliciter ses parents derrière. Donc c'est très intéressant. On a pratiquement plus le temps toutes les deux pour terminer ce portrait, mais elle a aussi son activité Business Angel qui continue. Tout à fait. Elle est très portée sur le Business Angels et sur le soutien du financement des startups des femmes, puisque seulement 3%... Dans l'EdTech, j'imagine. Voilà, dans l'EdTech et pas seulement. Merci, pas seulement. Merci Olivia Strigari pour ces portraits de femmes entrepreneurs dans la tech. Vous êtes directrice de la publication, cofondatrice des Informels. Merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était Smart Tech. On se retrouve dès demain. Évidemment, on continue nos discussions et nos réflexions sur la tech.